Bonjour à tous, bienvenue sur Novac TV, le média de l'innovation en Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, dans Novactuel, nous parlons de la médecine de demain, prévenir plutôt que guérir, avec cette première partie sur l'état des lieux et les enjeux de cette thématique. Alors, cette table ronde n'aurait clairement pas eu la même teneur si nous l'avions faite avant le début de la crise sanitaire. La pandémie a mis un coup d'accélérateur sur une autre façon de pratiquer la médecine au quotidien. Et parallèlement, cette épidémie a aussi montré que l'on ne pouvait pas forcément tout prévoir. Alors, à l'aune de cette crise, à quoi pourrait ressembler la médecine de demain? Eh bien, pour en parler, nous accueillons d'abord Pauline Dorgeval, cofondatrice et présidente du site deuxièmeavis.fr. Bonjour. Bonjour. Et à vos côtés, Nathalie Quenel-Thueux, médecin oncologue à l'Institut Bergonié de Bordeaux. Vous avez mis en place le dispositif IDEM Santé que vous nous présenterez dans un instant. Bonjour à toutes les deux et merci. Alors, nous allons d'abord faire une rapide présentation de ce que vous faites, mesdames. Pauline Dorgeval, je le disais, vous êtes cofondatrice du site deuxièmeavis.fr. Il a été créé en 2015. Dites-nous en quelques phrases en quoi il consiste. Alors, l'objectif de Deuxième Avis, c'est de faciliter l'accès à l'expertise médicale pour tous face à une décision médicale complexe ou un problème de santé sérieux. En fait, on est parti du constat suivant, c'est qu'il y a une inégalité en santé dont on parle peu, qui est l'inégalité d'accès à l'expertise médicale. Parce que l'accès aux meilleurs médecins est encore trop souvent le privilège de quelques-uns qui habitent au bon endroit, qui ont un bon réseau médical, ou encore qui n'ont pas de problème de mobilité, que la mobilité soit liée, le problème de mobilité soit lié à l'âge ou par exemple à un handicap ou encore à une crise sanitaire comme on est en train de vivre. Et donc l'idée de Deuxième Avis, c'est de pouvoir faciliter l'accès à l'expertise médicale pour tous. Et donc concrètement, on permet aux médecins ou à leurs patients de transférer leur dossier sur notre plateforme sécurisée, c'est-à-dire répondre à un questionnaire qui est personnalisé par pathologie, transférer les examens et le dossier médical. Et puis, on a référencé, grâce à l'aide de notre conseil scientifique, sur des critères très précis et très transparents, des médecins experts de la pathologie qui vont analyser le dossier et donner leur avis sous forme de compte-rendu écrit. Ce compte-rendu écrit est évidemment sur l'espace sécurisé du patient et envoyé avec l'accord du patient à l'équipe médicale traitante. Finalement, vous avez un peu bouleversé les codes de la médecine, c'est-à-dire que vous dites moi, je n'ai pas confiance dans mon premier médecin, donc je fais appel à un deuxième. Ça a dû faire un choc dans la communauté scientifique. Vous le présentez comme ça, honnêtement, ce n'est pas du tout ce qu'on a voulu faire. L'idée, ce n'est pas parce qu'on n'a pas confiance. L'idée, c'est que la médecine a fait des progrès spectaculaires depuis quelques années. Et que là où le médecin de famille, le médecin traitant avait ses correspondants spécialistes en fait dans sa région, ça marche plus comme ça puisque l'expertise médicale est inégalement répartie sur le territoire et encore une fois ça induit des pertes de chance pour certains patients si quelque part ils n'ont pas accès à cette expertise médicale. Et puis il y a une autre chose dont j'ai pas parlé, c'est que finalement notre service permet un avis sous 7 jours. Voilà, qui est partagé avec le médecin traitant, là où l'expertise médicale, il y a des engorgements de consultations physiques et parfois une consultation hyper spécialisée peut prendre plusieurs mois et plus de 6 mois. Donc finalement, ça permet de réduire ce temps-là et de désengorger aussi certaines consultations d'hyper spécialistes. Un mot juste sur les chiffres, combien de patients, combien de médecins répondent ? Alors, on a aujourd'hui 170 médecins qui sont référencés sur notre site, 450 pathologies. C'est en train de grossir, puisque par exemple, pour les maladies rares, il y en a 6000. Donc, on a encore beaucoup de travail. Et puis, il y a plusieurs dizaines de milliers de patients qui sont déjà passés par notre site. Docteur Quenel-Thueux, vous êtes à l'origine d'un dispositif appelé IDEM Santé. Alors, même question en quelques mots, en quoi cela consiste ?
Alors, avant, excusez-moi de dire en quoi ça consiste, je voudrais dire pourquoi. Oui, en fait, ça fait des années qu'on a mis en place un programme de recherche pour suivre nos patients atteints de cancer et traités pour un cancer, les suivre à distance et en cas de souci, les aider. Pourquoi? Parce que ça va être la note positive. On vit en ce moment des périodes difficiles, mais la note positive, c'est qu'en cancérologie, il y a eu d'énormes progrès. On guérit de plus en plus de patients de leur cancer. Et même si les patients, moi je suis spécialisée dans le traitement du cancer du sein, même si les patientes rechutent, elles vivent des années en métastatique avec des traitements oraux ciblés, dits ciblés, en comprimé. Ça ne veut pas dire d'ailleurs absence de toxicité, mais en tout cas on a évalué pour nos patientes atteintes de cancer du sein métastatique qu'elles vivaient des années, 2/3 de leur vie avec des comprimés à domicile. Donc contrairement à mon début de carrière où tous les patients étaient hospitalisés dans les murs de l'hôpital, maintenant nos patients ils sont tous à l'extérieur avec des traitements éventuellement toxiques. Donc l'idée c'est comment on les suit, comment on anticipe les choses et s'ils ont un problème, comment on les aide avec l'aide de nos collègues de ville. C'est très important, je le souligne, médecins traitants, infirmières, pharmaciens, pour anticiper les choses. Alors, comment ça marche justement, Idem Santé? Alors, éviter des allers-retours, c'est vraiment important pour des consultations inutiles, ce qui rend service parce que c'est souvent des allers-retours fatigants pour les patients, éviter coûteux pour la société et même qui entraîne je dirais sur le plan écologique qui n'est pas très bon puisque c'est des allers-retours, c'est des bouchons, c'est de la pollution et éviter aussi des passages aux urgences qui sont vraiment des réels problèmes pour nos patients. Donc concrètement, c'est un programme qui vise à suivre nos patientes avec des questionnaires sur tablette ou smartphone. Maintenant, c'est très facile de les suivre sur smartphone. Et on avait également proposé une montre connectée qui voyait s'il y avait des chutes, si les gens restaient de plus en plus alités. S'il y avait un souci, ça remontait sous forme d'une alerte sur un portail au centre vu par une infirmière qui nous alertait en tant que médecin. Et on essayait d'aider nos patients avec une téléconsultation en visio. Je dis bien, ça change tout du téléphone. J'insiste là-dessus. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Et donc, on essayait de voir un petit peu ce qui se passait, donner des premiers conseils. Et ensuite, on écrivait sur une plateforme qui a été mise en place par notre agence régionale de la santé, Paco Globule, pour communiquer avec nos collègues de ville. C'est essentiel, arriver à se communiquer en direct, en disant il y a un problème, pouvez-vous passer voir la patiente, ou le pharmacien, ou l'infirmière. Donc un vrai maillage aussi local, hein, pas simplement... Être... Très important. Surtout, l'intérêt, c'est vraiment de collaborer avec nos collègues de ville. Hein, puisque les patientes sont hors hôpital, il faut qu'on travaille main dans la main, et ce n'est pas un simple mot, il faut vraiment que ça se mette en place, c'est essentiel. Alors, quel impact positif ou négatif a eu et a toujours cette épidémie du Covid-19 sur votre site, par exemple, Pauline d'Orgeval? Clairement, il y a eu un palier. Hein. On a 300% de croissance à partir de mars. Ça a désinhibé... c'est vrai que la télémédecine, pour certains, patients comme médecins d'ailleurs, c'est une sous-médecine. Alors que ce n'est pas le cas, au contraire. L'idée, c'est d'orienter différemment, c'est d'être plus efficient, c'est d'accéder plus vite à l'expertise. Voilà. Et donc, ça a levé des freins. Parfois, pour les médecins, nous, on était, qui n'avaient plus le droit de recevoir de patients à l'hôpital. Donc, on était la seule solution, en fait, pour donner des avis pour leurs patients. Et puis, pour les patients, c'est pareil. Hein. Parfois, ils attendaient depuis des mois une consultation à l'hôpital ou une consultation spécialisée en ville qui a sauté. Et donc, on était aussi la seule solution. Et donc, c'est toujours pareil. Finalement, ils ont été obligés de passer assez rapidement à la télémédecine. Et puis, une fois que vous l'utilisez, vous voyez l'utilité et vous êtes convaincu. Alors vous, docteur Quenel-Tueux, ça fait longtemps que vous savez que la téléconsultation est vraiment évidente. Moi, ça fait longtemps que je suis convaincue, mais j'ai eu du mal à convaincre mes collègues. Et en fait, c'est dur à dire, mais ça a été au premier confinement. Il a fallu en quelques jours qu'on revoie toutes nos procédures de prise en charge de nos patients, que ça soit et j'insiste, pour vraiment dire qu'il faut, Covid ou pas Covid, il faut être dépisté, il faut être traité pour son cancer. Le cancer n'attend pas. Hein, que les cancérologues ou médecins traitants ou autres, on est des gens responsables, on prend toutes les précautions. J'insiste, je suis désolée, même hors programme, vraiment ça me tient à cœur vu tout ce que j'ai vu post-confinement. Donc en quelques jours, on a revu toutes nos procédures, qui on opérait, qui on n'opérait pas, à qui on faisait de la chimio, est-ce qu'on faisait des injections pour stimuler l'immunité, à qui on devait arrêter ou pas les traitements oraux, immuno, qui entraînaient une baisse de l'immunité. Et tout le monde est passé à la téléconsultation. Et du coup, on a vu qui on faisait venir obligatoirement pour avoir un examen clinique, leur chimio, qui devait vraiment venir au centre,
on devait voir, mais qui n'étaient pas obligés de venir. Il fallait les protéger, les plus fragiles, où il n'y avait pas besoin de chimio ou d'examen complémentaire. On les voyait en téléconsultation. Et ceux qu'on pouvait décaler d'un mois ou deux, qui allaient très bien et qui, surtout, on ne voulait pas mélanger et qui risquent d'attraper le virus. Et donc, en fait, nous, on n'était que quelques-uns au centre. On s'est retrouvés 35 médecins, chirurgiens, oncologues, radiothérapeutes, anesthésistes, qui ont même fait de l'hypnose à distance. Et je ne parle même pas sur toutes les téléconsultations qu'on a faites, les psychologues, qu'on continue à garder le lien. C'est essentiel. 35 médecins tout âge, toute spécialité, à faire de la téléconsultation. On a fait 630 téléconsultations en 7 semaines. Alors ça, ce sont vos chiffres, mais il y a un autre chiffre, effectivement, qui montre que la téléconsultation qui était marginale jusqu'à présent a pris une toute autre dimension en l'espace de quelques semaines au moment de la première vague. Alors on va regarder une courbe publiée par la CPM en juillet dernier. Elle montre qu'entre mars et avril 2020, il y a eu 5,5 millions de téléconsultations pour des généralistes, contre simplement quelques milliers avant la crise du coronavirus. Et au plus fort de la crise, cela représentait 27% des consultations. Vous avez été surprises toutes les deux de l'adaptation aussi des patients à se mettre à cette téléconsultation, parce que ça va dans les deux sens finalement. Surprise non. On savait qu'il y avait des freins et puis finalement, ça a été un accélérateur incroyable. Les patients n'avaient plus le choix. Et puis, voilà, comme toujours, finalement, on est obligé d'avoir un petit choc pour s'adapter et pour conduire le changement. Mais voilà, ils sont mis assez vite. Mais même les patients s'y sont mis finalement, du coup. Tout à fait. Côté médical, je répète, vraiment beaucoup ont pu apprécier et ont gardé la téléconsultation après le confinement, même, voilà. Et côté patient, moi je savais que ça marchait par le projet de recherche qu'on a mené à l'Institut depuis plusieurs années, puisqu'on incluait des gens âgés. Dans notre programme, il y avait un tiers des patientes qui avaient plus de 75 ans et même un tiers qui n'avait jamais touché Internet, une tablette ni rien. Et elles s'adaptent très bien, très bien. Il faut juste plus d'éducation, il faut expliquer bien, c'est normal, c'est comme pour tout. Il fallait aussi un peu d'adaptation sur les questions, l'ergonomie, mais les gens s'adaptent très bien. Et il n'y a pas de limitation d'âge. Au contraire, plus on est fragile, plus on habite une zone rurale, on n'a pas de soignants à côté, plus on est âgé, plus ça peut être utile, plus on est heureux de pouvoir voir son médecin en direct et le voir. Le lien numérique, est-ce qu'il va renforcer ou diminuer, selon vous, la confiance entre le patient et le médecin? Pauline d'Orgeval. Pour moi, ça peut... encore une fois, la télémédecine, d'abord, il y a plein de formes de télémédecine. Il y a la téléconsultation avec de la visio. Nous, on est plutôt sur une analyse de dossier, donc c'est encore autre chose. Mais ça va surtout permettre peut-être d'être plus efficient et d'accéder vite au médecin le plus adapté. Donc en ça, pour moi, ça va renforcer la confiance et renforcer surtout le lien avec son équipe médicale traitante, parce que c'est vraiment primordial. Et puis une fois que vous avez vos médecins traitants, voilà, ils vous voient physiquement de temps en temps et puis en visio pour des suivis. Et donc en ça, c'est beaucoup plus efficient et puis ça renforce la confiance. La téléconsultation n'est-elle pas trop chronophage en revanche? Alors, en fait, c'est une question d'habitude. Au début, mes collègues ont trouvé que ça prenait du temps. Il faut s'habituer, c'est normal. Mais après, c'est vraiment... non, parce qu'il n'y a pas tout la phase, je dirais, faire rentrer la patiente, installer, etc. Il n'y a pas l'examen clinique. Les dames, je dis les dames, excusez-moi, il y a des messieurs aussi, mais moi, je suis spécialisée pour le cancer du sein, donc je vois surtout des dames. Quand elles savent qu'elles ont leur téléconsultation, elles sont prêtes devant leur téléphone. Et donc, en fait, non, il y a tout ce gain. Alors derrière, bien sûr, c'est une vraie consultation, je le répète. On voit les gens, on discute. La seule limite, c'est qu'il n'y a pas d'examen clinique. Mais sinon, c'est une consultation. On dicte un courrier pour le médecin. On fait des ordonnances que j'ai pu envoyer via un site sécurisé. Les patientes le recevaient directement sur leur boîte mail sécurisée. Donc, c'est une vraie consultation en visio. Et ça permet vraiment à la visio de voir le problème et de voir le visage des dames, si elles souffrent, si elles sont essoufflées. Moi, pour les dames qui étaient métastatiques, si elles sont au lit, si elles sont vaillantes ou dans leur jardin. Contrairement au téléphone, où c'est beaucoup plus compliqué. J'insiste parce que vraiment, la téléconsultation, c'est une vraie consultation. Et pour répondre à votre question, ça ne rompt pas du tout le lien avec le médecin. Moi, mes patientes, ce sont mes patientes. Mais par exemple, il y avait des dames, elles venaient tous les 3 mois, elles faisaient 2 heures de route pour venir me voir. Et l'examen est toujours normal. Je surveille un marqueur. Elles ont eu des fois un scanner. De plus en plus, d'ailleurs, depuis le confinement, elles me disent, est-ce qu'on ne peut pas alterner? Une fois, je viens et une fois, je ne viens pas. Et pendant ce temps-là, elles gagnent du temps. Il y a des dames actives qui travaillent, qui ont des enfants à l'école. Parce que c'est ça, le monde, même des dames métastatiques. Et elles ont autre chose à faire que de faire 4 heures de route pour venir me voir. Donc non, elles le vivent. Et c'est pas du tout une rupture.
Pauline Dorgeval. Juste, oui, nous, ce que nous disent les médecins qui donnent des avis sur deuxième avis, c'est que ça leur prend le même temps que pour des consultations physiques. En revanche, ils n'ont accès qu'à des dossiers complets. Et en fait, ce qu'ils nous disent, c'est que beaucoup de leurs consultations, parfois les patients arrivent avec des dossiers incomplets. Et honnêtement, un neurochirurgien qui n'a pas l'IRM de son patient, ça n'a pas de sens. Voilà. Et donc, finalement, c'est un gain aussi d'efficience parce que, bon, non seulement le patient, alors nous, c'est par écrit, mais a le temps aussi de répondre à toutes les questions et parfois, pour certains patients, il y a des peurs ou du stress de voir en consultation 10 minutes un médecin. Il a peur de ne pas savoir, il a peur ou parfois il est écrasé aussi par ce qu'on vient de lui apprendre, etc. Donc, finalement, il a le temps de poser les questions, de répondre aux questions. Et puis, il y a surtout ce dossier médical qui est constitué d'examens obligatoires qu'on ne transfère au médecin expert que s'il est complet. Et donc, en ça, c'est important. Il est temps de conclure cette première partie sur la médecine de demain, prévenir plutôt que guérir. Merci à toutes les deux et on vous retrouve prochainement sur Novac TV pour la deuxième partie sur cette thématique.